l'équilibre. On veut qu'eux, ils s'organisent à prendre des choses qui sont intéressantes pour eux. Alors, tu es spécialiste Java Backend. Tu apprends que les trucs ultra complexes en Java Backend. Tout ce qui est plus simple, t'envoies ça à d'autres mecs. Le gars d'écran, il sait faire des pojos. Laisse-le les faire. Tu vas t'aider à faire tous les pojos de l'application. Laisse le gars d'écran faire les pojos. Il les consomme de toute façon. Mais lui, en compensation, il va te dire, hey, fais quelques écrans simples, parce que moi, je ne vais pas les faire. Alors, ils vont s'échanger entre eux. Comme ça, ils vont avoir plus de motivation à travailler. C'est exactement ça le principe. Ok? Ah. Bon. Bon, ma question, en fait, en général, dans un projet, on a ce qu'on appelle le triple constraint. Bon, le temps, le coût et le scope. Dans un projet agile, en fait, moi j'entends beaucoup de choses, du genre le scope, c'est pas fixé d'avance, les milestones ne sont pas fixés d'avance. Donc je me demande en fait comment le PMO arrive à gérer et qu'est-ce qui est vrai dans tout ça et qu'est-ce qu'il faut. Alors, première chose, le PMBOK dit tout estimé a une incertitude. Alors l'estimé doit être révisé au moins une fois dans ton cycle de production. Dans l'informatique, il faut qu'il soit révisé à la fin de la conception. Ça, c'est des techniques de point de fonction. Et, étant donné qu'on ne révise jamais les estimés, c'est-à-dire que ce qu'on fait en informatique, alors premier, en termes juridiques, c'est illégal. C'est illégal. Je ne peux pas avoir un contrat où tu n'as aucune porte d'ouverture, c'est illégal. Première chose. Alors, tu vas en cours, tu gagnes. Toujours, les deux côtés. C'est illégal. Et en plus, ce n'est pas du tout du PMI. Alors, on ne va pas dire que c'est le PMI qui dit ça. On dit, c'est nous qui avons créé quelque chose totalement une aberration de gestion de projet, et on culpabilise le PMI pour ça. Alors maintenant, on peut continuer. En plus, quand le client il te dit ça c'est mon périmètre, normalement, quand on fait de la bonne façon, comme PMI le dit, dans ton premier estimé pour pouvoir préparer ton planning, tu as une vision assez haut niveau du périmètre. On commence pareil. Sauf que nous, alors on garde le périmètre flexible, on va livrer toutes les fonctionnalités. Mais la forme qu'on va les livrer, qu'elle est négociable. Alors on livre tout, mais on négocie comment qu'on le livre. Okay? Et on ne négocie ni le temps, ni la date. On a une date maximale et un temps maximal. On va voir si on est capable de livrer le périmètre dans les contraintes budgétaires et de temps du client. Parce que la plupart des clients, les clients qui font vraiment une étude de marché ou un business plan ou un business case, eux, ils font de la gestion par la roue. Alors, ce qu'ils font, normalement, ils vont accompagner leur investissement avec des graphes de cash flow de produits. C'est-à-dire qu'ils arrivent à projeter avant, par certaines techniques, l'investissement maximal que le projet peut avoir, dépendant du retour, et le time to market idéal pour mettre le produit en production. Ça, c'est des vraies contraintes de projet. Après, le retour que le projet peut donner à la société, ça c'est estimé, ça c'est du flou. Alors quand on va fixer le périmètre dès le début, on va fixer le flou pour trouver quelque chose qui est plus ou moins correct, qui est une estimation qui va varier avec le temps. Mais on va fixer le flou quand on fixe les fonctionnalités. Nous, non, nous on fixe ce qui est vraiment fixable, parce que c'est comme ça que les gens y travaillent, les gens qui savent bien investir l'argent dans des projets. Après, il y a d'autres choses. Tu as nos sponsors traditionnels qui ne savent rien faire, et tu as des gens qui savent vraiment analyser, qui font des études de faisabilité, des études de marché, des études de gain potentiel avec les actions qu'il a. C'est ces deux variables que lui, il va fixer. Il dit ça, pour moi, c'est mon budget maximum et mon temps maximum. Alors on s'adapte aux contraintes des personnes qui savent gérer leurs besoins. Et si ton client, il sait faire au moins business plan ou un business case, ou au moins l'étude de marché simplifiée, normalement ça marche très bien, il n'y a aucun problème. Et le périmètre, on va négocier la forme. On va enlever des drag and drop, on va peut-être enlever des champs d'observation, parce que les thèses vont être trop complexes, on les mettra plus tard. C'est là-dessus qu'on va négocier. Et on va livrer toutes les fonctionnalités. Okay? Et on revient, la triple contrainte, ce n'est pas du PMI. C'est de l'invention que le marché a créée. Hein? Tu valides ou pas? C'est plus compliqué. Mais tu l'as fait dans la deuxième phase, pas au début.
Parce que lui, c'est un futur PMP. Ça se voit, hein? Oui, et ça se voit. Oui. Elle est priorité, elle a souri avant toi. Il y a comme ça sourire, hein, pas toi. Bonjour. Bonjour. La question, c'est à quel moment on peut dire qu'une entreprise ou une équipe est prête pour passer à utiliser du Scrum, sachant qu'il y a la contrainte dont vous avez déjà parlé, peut-être des compétences dans Excel, des performances, oui, c'est ça. Et qu'il y a souvent des clients qui attendent et tout. Donc, à quel moment on peut dire, voilà, là on peut passer, on peut utiliser du Scrum. Alors, la première chose, une entreprise, elle ne passera pas à faire du Scrum, on va faire ça pour certains projets. On va favoriser les projets que les clients veulent faire de l'agile. Il faut faire attention. Vous avez souvent des clients français. Ils disent qu'ils veulent faire de l'agile parce qu'il a lu dans une revue ou dans un site web ou dans une conférence que son concurrent a fait un projet en agile et il a obtenu un gros succès. Puis lui, il s'est passé quoi? Puis il arrive à son acheteur, son sponsor, et il dit « je veux que ça soit en agile ». Alors le gars, dans ses cahiers des charges, il fait le gros cahier des charges, et il mentionne « il faut que ça soit fait en Scrum ». Alors j'ai besoin d'avoir au moins un CSM, au moins un CSPO, et au moins 2 CSD dans l'équipe. Le gars, il s'est passé quoi? Et il te livre, comme il est habitué de livrer, il va te livrer l'intrant qu'elle lui livre pour les projets waterfall, pour que tu fasses du Scrum. Alors, avec ce client, tu sais que ça ne marchera pas. Après, tu as un client qui va t'appeler, qui dit « Regarde, j'ai un projet ici qui est assez complexe, mes besoins sont émergents, je ne sais pas encore le détail des choses, et j'aimerais bien le faire en agile parce que j'ai envie de découvrir en même temps que je commence. Je ne peux pas attendre parce que mon concurrent a déjà commencé le sien. Moi, je veux commencer maintenant et je veux découvrir assez vite le vrai besoin en même temps que j'analyse le marché. » Tu dis « Ah, c'est génial, il veut faire de l'agile. » Ça dépend du client. Okay, après, le problème, c'est que, avant que je fasse le commentaire, est-ce qu'il y a des vendeurs ici? Non? Les vendeurs dans l'informatique, c'est des vendeurs de voitures. Ok? Ils vont te vendre le chauffage dans un pays chaud. Ils vont te vendre l'air climatisé au Canada. Tu vois? Alors, il veut te vendre. Il veut te vendre. Et il s'en fout du projet parce que malheureusement, on n'a rien compris. On leur donne leur pourcentage sur le brut du contrat qu'ils signent et pas sur le profit qu'on fait. Alors, tant mieux, au Brésil, on a évolué, le vendeur, il est rémunéré sur le profit. Alors, s'il vend de la cochonnerie, il n'a rien. Si on perd de l'argent, il va perdre ses pourcentages sur les prochains projets, jusqu'à rééquilibrer la perte qu'il a créée. Alors le vendeur, quand le client il arrive, il dit « je veux faire de l'agile », le vendeur il dit « est-ce que tu sais c'est quoi l'agile ?» « Ouais, non, j'ai lu, ok, j'apporte mon expert agile, vous allez en discuter avec lui et on va voir si c'est vraiment ça que vous voulez. » Alors, on réétudie ces problèmes. On appelle ça que les Américains ils font comme ça aussi. Okay, alors, c'est très limite. Le client dit « je veux faire de l'agile », ça ne veut rien dire. Il faut vraiment t'assurer que le projet, c'est un projet que le client veut le dérouler. Il faut qu'il te dise vraiment. Il faut poser la question. Ok, comment tu vois le projet? Ah, mais dans 6 mois, tu me le livres. Non, mais toi, tu interagis quand? Ah, mais à la fin. Attends, mais c'est pas de l'agile. Il faut que tu interagisses au moins une fois par mois. Et au moins, au pire des cas. Tu vois, et là, il faut le faire comprendre les contraintes. Le gars, ah, mais je suis occupé, j'ai pas le temps. Ok, alors on ne pourra pas faire en agile. Si personne n'est disponible. On peut nous faire de l'ingénierie logicielle agile, on peut nous avoir un rythme agile à l'interne, mais le projet ne sera pas fait en agile. C'est parce que nous, on le développe en itération qu'il est fait en agile. L'agile, ça prend le client très proche. Ok? Derrière, ouais. Donc, j'essaie de rebondir sur la question du triple constraint et le PMI, PMBOK, etc. Ouais. Juste pour donner une indication en début de réponse, et je vais poser une question. Donc, lorsqu'on a le fameux triangle, on fixe le scope, Ouais. et on déduit le coût et le schedule, le time.
Normalement, en Agile, on dit qu'on va inverser ce triangle-là, on va fixer le budget, et on va par la suite déduire le scope et le schedule. Ça pourrait être un début de réponse à la question. Par contre, ça implique que le type de contrat entre client suit le modèle. Et ma question, on a deux principes en Agile, c'est la transparence. Parce que la transparence implique le client, parce qu'on a un deuxième principe, que le client soit présent dans la phase de réalisation. Il faut qu'il regarde ce que mais au niveau contrat, est-ce que la transparence va à un degré où le client il est au courant du réel coût du projet et de la réelle marge? Alors là, c'est dépend. Chez les clients, chez les instituts que j'ai agilisés, le client il connaît le salaire de tout le coût pour pouvoir gérer, il connaît le pourcentage d'impact sur ressources humaines et tout ça. Alors le client il connaît le coût réel de l'équipe qu'il est en train de consommer. Est-ce que de votre expérience, pour faire maximiser la chance de succès des projets agiles, c'est d'avoir des contrats en cost reimbursable avec incentive fee, comme vous l'avez indiqué dans l'un des exemples, c'est-à-dire que le client, il vous paie votre coût de survie, et vous avez des incentive fees de performance, mais si vous ne performez pas bien, vous n'aurez pas votre performance. Exactement. Mais si on est en fixed price, ça sera très difficile à faire. Et de votre expérience, la question de votre expérience, avec la répartition des types de contrats dans les projets qui ont eu un succès énorme. Quoi. Alors, en fait, c'est ça. Alors, les deux contrats qui marchent, le contrat qui marche le pire en Agile, c'est le forfait. Parce que là, le forfait te force à documenter normalement dès le début pour te protéger. Sinon, le client peut dire « Ah, t'as mal interprété ce que je t'ai dit. » Tu dis « Non, mon ami, t'as signé. C'est ici, il y a ton sang sur le papier. » Ok? En fait, ça sert à ça. C'est pour ça qu'on décrit tout le fonctionnement au début pour qu'on puisse contractualiser sur quelque chose de palpable. Un autre côté aussi, alors là, après, c'est le contraire, tu as des SS2I qui adorent la régie. Alors, ils payent par jour homme, et puis si le projet il part à l'infini, le client il paye à l'infini. Là, le client il n'aime pas ça, parce qu'il veut avoir au moins une garantie que son argent va servir à quelque chose. Alors c'est sûr, il faut adapter les contrats. Il faut adapter les contrats, il faut faire un contrat qui est intermédiaire entre les deux, qui est le contrat où tu as un coût minimum mensuel qui doit être assuré par le client, et puis tu as un surplus potentiel, dépendamment de ce qui va être livré ou pas. Et, alors après, tu as plusieurs contrats. Tu as des gens qui vendent des contrats par story point. Tu as des gens qui vendent des contrats où tu as un minimum de story point, tu as un moyen, tu as un élevé, dépendamment de combien il est livré, le mois il est payé plus ou moins cher. Après, tu as plusieurs contrats qui s'adaptent autour de ce concept-là. Mais c'est un contrat collaboratif. C'est un contrat qui force la collaboration. Comme dans le manifeste agile, on dit favoriser la collaboration client plus que la négociation de contrat. C'est un contrat qui force la collaboration. Alors les deux parties gagnent ou les deux parties perdent. Là, on arrive à faire un bon contrat. Ok? Bon, le temps est épuisé. De toute façon, je vais être ici toute la matinée. Alors, si vous voulez continuer à discuter avec moi, je serai disponible.